Un matin, 2 chiffres heurtés ont fait vaciller le Sahel et ouvert une brèche inattendue. En quelques heures, l'écart brutal entre des décennies de promesses dispersées et l'arrivée d'un premier convoi blindé a exposé une vérité que les récits officiels peinaient à contenir. Que signifie, pour un observateur lointain, qu'un tournant désormais associé au nom d'Ibrahim Traoré puisse modifier si vite une réalité que l'on croyait figée? Dans ce choc bref mais lourd se dessine l'idée d'un équilibre régional qui commence silencieusement à se déplacer. Ce récit s'engage sur une promesse précise, montrer comment un changement présenté comme strictement technique a, en réalité, déplacé un équilibre régional que l'on pensait immobile. Le bénéfice pour le lecteur tient en une idée simple, formulée en une dizaine de mots. Comprendre comment une décision souveraine peut remodeler une trajectoire entière, mais cette compréhension implique un risque discret, celui de perdre l'essentiel si l'on observe le Sahel uniquement à travers les discours institutionnels qui, depuis des années, décrivent une situation sans jamais en refléter les effets concrets. À mesure que les annonces se multiplient, les écarts entre les mots et les faits deviennent un signal d'alarme pour quiconque suit les dynamiques de sécurité, les mécanismes d'aide ou les recompositions géopolitiques. L'enjeu pourtant dépasse la technique. Il touche à la capacité d'un État à réapparaître là où il reculait, à agir là où il attendait, à déplacer des lignes que l'on croyait verrouillées. Un micro-hook émerge alors. Si une initiative locale peut renverser une logique vieille de plusieurs décennies, quelle certitude reste vraiment stable? La première révélation apparaît immédiatement. 2 chiffres suffisent à dévoiler un décalage majeur. Des milliards investis pour des résultats presque invisibles. La seconde, en contraste direct, montre qu'en quelques heures seulement, l'arrivée d'un convoi blindé a produit un impact psychologique plus profond que 20 années d'initiatives internationales, un écart mesurable qui répond déjà à la question suspendue dans l'ouverture. Dans cette juxtaposition, la rupture en cours devient lisible. Pendant des décennies, la sécurité du Burkina Faso et de ses voisins a reposé sur des aides fragmentées, des programmes discontinus et un matériel vieillissant qui peinait à tenir la route. Les villages continuaient de disparaître sous la pression d'attaques irrégulières, tandis que les conférences et promesses s'accumulaient sans jamais modifier la vie des habitants. Les budgets se contractaient, les engagements se répétaient, mais la réalité demeurait immobile. Ce paysage figé formait la toile de fond d'un système où la réaction restait sporadique, dépendante de circuits extérieurs et marquée par une absence de cohérence opérationnelle. C'est dans cette immobilité qu'une rupture silencieuse s'est imposée. Pas de déclaration solennelle, pas de délégation étrangère, seulement des machines neuves franchissant les portes d'un ministère habitué à l'usure. Leur simple présence matérialisait une idée longtemps étouffée. Celle qu'un État sahélien pouvait, par un choix interne, décider, investir et agir sans attendre l'arbitrage de centres de pouvoir éloignés. Ce changement de rythme a immédiatement attiré l'attention dans plusieurs capitales, où les analyses tentaient de comprendre comment un pays décrit comme vulnérable avait pu déplacer autant de lignes sans fracas. Dans cette brèche, la figure d'Ibrahim Traoré s'est imposée non comme symbole d'opposition, mais comme acteur capable de saisir un moment précis et de l'orienter. Son nom, désormais récurrent dans de nombreux briefings régionaux, signale que la recomposition à l'œuvre dépasse les cadres habituels d'assistance et de dépendance. À partir de cette mini-révélation, un avant et un après deviennent observables. Une initiative locale déclenche une série de réajustements qui obligent partenaires, observateurs et décideurs à revoir leurs repères. Un officier burkinabé sert ici de fil conducteur pour éclairer la portée concrète de la rupture engagée. Avant l'arrivée du nouveau matériel, il commandait une unité contrainte de réparer ses véhicules en démontant d'autres carcasses, dépendant d'autorisations lentes et de moyens improvisés pour chaque déplacement. Dans ce premier micro-case, une alerte venue du Nord devenait moins une mission à exécuter qu'un parcours d'obstacles logistiques, camions réaménagés, pannes récurrentes, chaleur qui immobilisait des moteurs à bout de souffle. Chaque sortie représentait un compromis plutôt qu'un acte opérationnel structuré. Le second microcase montre le moment où son unité reçoit les premiers VN-22B à Kaya.
Les pilotes apprennent à calibrer des suspensions modernes, à intégrer des capteurs jusque-là absents de leur environnement et à adapter en urgence leurs procédures. Les rapports internes, encore prudents, signalent pourtant une série de petites ruptures successives. Essais répétés, montée en réactivité, réduction du temps de réponse, coordination améliorée entre sections. Rien de spectaculaire, mais suffisamment de signaux alignés pour que l'équipe perçoive une différence tangible. Ces effets précoces se propagent ensuite dans l'ensemble du dispositif. Les soldats comprennent que le changement n'est pas symbolique. Il modifie la manière même d'agir et non seulement ce que l'on déclare. En arrière-plan, le nom d'Ibrahim Traoré apparaît dans les discussions comme un repère de cohérence entre décisions politiques, matériel disponible et capacités réelles retrouvées. Ce fil discret aide à saisir comment une transformation locale peut réorganiser des pratiques ancrées depuis des années. La conclusion s'impose, brève. Une capacité nouvelle change la nature de l'action. Avant, chaque mouvement militaire burkinabé se heurtait à une lenteur structurelle. Après, un simple convoi parti de Narinco a suffi à inverser le tempo et à déclencher une chaîne de réactions inattendues. Ce basculement commence volontairement dans le silence. Aucune annonce, aucun communiqué, aucun protocole public. Une colonne de véhicules quitte les hangars, avance sur les pistes sèches du Sahel et approche de Ouagadougou avec la première lumière. Dans cette progression anodine en apparence se trouve pourtant l'étincelle qui rompt un ordre établi depuis des années. En guise de point d'allumage, les soldats habitués aux camions usés découvrent des systèmes SR5 luisants porteurs d'une idée longtemps étouffée. Un pays peut décider sans attendre. À mesure que les roues franchissent les portes du ministère, une chaîne de dépendance se relâche. Une alternative apparaît. D'abord ténue, puis évidente pour ceux qui saisissent la portée psychologique d'un matériel neuf circulant sans escorte étrangère. La rupture n'est pas proclamée, elle est incarnée. Les premiers essais des VN22B suivent immédiatement. Mobilité retrouvée, suspension neuve, capteurs modernes, réactivité accrue. Les rapports internes, sobres, décrivent un décalage net entre l'ancienne inertie et une montée en capacité observable en quelques jours. Dans une région où l'attente a souvent plus pesé que la menace elle-même, ces signaux comptent autant que des victoires. Au point culminant, le sommet intervient à Kaya. Un exercice conjoint, préparé en urgence, rassemble plusieurs unités. L'objectif est simple, tester la capacité nouvelle. La démonstration dépasse les attentes. L'armée réagit en quelques heures, là où il fallait auparavant compter en jours. Cette seule variation déclenche une onde régionale. Les partenaires extérieurs réclament des explications. Les chancelleries s'agitent. Des institutions reconnaissent un déplacement diffus mais incontestable. Dans les villages, la transformation se propage encore plus vite. Les habitants entendent un son différent, un bruit de moteur qui indique non plus une présence symbolique, mais une capacité réelle. Les marchés, autrefois désertés, se reforment timidement. Les axes redevenus praticables permettent un début de circulation régulière. L'État, longtemps invisible dans certaines zones, réapparaît. À Paris, Bruxelles ou Washington, les notes internes s'accumulent. Elles décrivent non pas une menace, mais une recomposition. Un officier européen résume « Nous avons sous-estimé la profondeur symbolique d'un convoi. Le nom d'Ibrahim Traoré revient alors dans les briefings, non comme figure polémique, mais comme indicateur d'une cohérence nouvelle qui structure les analyses. Dans les ondes longues, les semaines suivantes confirment que rien ne reviendra à l'état antérieur. Les ministères réévaluent leurs priorités. Les alliances régionales se resserrent. Le Mali et le Niger observent l'expérience burkinabé et initient leurs propres discussions. L'idée d'une défense autonome cesse d'être un slogan. Elle devient une option technique crédible. Sur le terrain, la dynamique se déploie par fragments, postes revisités, communication radio densifiée, patrouilles rétablies, axes repris. Chaque geste est modeste, mais la somme compose un paysage inédit. Dans les capitales occidentales, les analystes tentent de comprendre comment une transition sans tir ni fracas a pu déplacer autant de plaques politiques. Un enseignement s'impose. Agir transforme plus profondément un système que promettre. À travers ces séquences, le fil discret d'Ibrahim Traoré réapparaît. Non pas en figure héroïque, mais en repère permettant de relier décisions souveraines, matériel neuf
et capacité opérationnelle réelle. La ligne des événements devient alors plus qu'un récit. Elle montre comment une initiative maîtrisée peut réorganiser tout un champ d'action. Le basculement devient pleinement lisible lorsqu'on observe un mouvement net, un passage mesuré d'un niveau de référence vers un écart précis révélant comment une décision souveraine modifie la capacité réelle d'un État. Ce cadre baseline delta repose sur 3 indicateurs essentiels dont la cohérence éclaire, mieux que n'importe quel récit institutionnel, la profondeur du virage engagé. 1. Temps de réaction. Niveau de référence. 72 A. Écart. 18 ans. A. Avant la réorganisation, les unités burkinabées nécessitaient en moyenne 72 heures pour répondre à une alerte majeure dans le nord, freinée par des autorisations fragmentées et une mobilité incertaine. Les exercices menés après l'introduction des systèmes SR5 et VN22B ramènent ce délai à 18 heures. Cette variation montre que maîtriser le temps redéfinit la portée de chaque opération. 2. Couverture territoriale, niveau de référence, 40%, écart, 63%. Pendant des années, seuls 40% des zones rurales prioritaires recevaient des patrouilles régulières ou des visites sécuritaires. 3 mois après la modernisation, les rapports internes confirment un taux remonté à 63%. L'écart prouve que la mobilité élargit réellement la zone d'action étatique, offrant une présence mieux répartie. 3. Disponibilité du matériel. Niveau de référence, 48%. Écart, 82%. Historiquement, moins de la moitié des véhicules militaires étaient opérationnels à un instant donné, souvent immobilisés par des pannes récurrentes et un manque chronique de pièces. Avec les livraisons venues de Narinco et une maintenance simplifiée, le taux atteint 82%. Cette progression indique que la fiabilité mécanique crée une continuité institutionnelle durable. Ces 3 évolutions ne décrivent pas un triomphe total, elles révèlent une structure nouvelle. Là où l'État reculait, il réapparaît. Là où la réaction était sporadique, elle devient cohérente. Là où la dépendance imposait le rythme, l'initiative locale reprend la main. Elles mettent également en lumière une dimension souvent négligée, le lien direct entre décisions politiques, matériel disponible et actions opérationnelles réelles. Dans plusieurs réunions internes, ces données ont été présentées non comme des résultats définitifs, mais comme des signaux d'une reconstruction doctrinale. Elles dessinent un socle nouveau qui articule moyens, tempo et autonomie. Cette cohérence rejaillit sur la figure d'Ibrahim Traoré, non pour nourrir une dimension héroïque, mais parce que les chiffres attestent d'une continuité entre intention, exécution et capacité retrouvée. La crédibilité régionale qui en découle tient moins au discours qu'à l'observable, ce que l'on peut mesurer, comparer et répéter. L'effet extérieur est tout aussi perceptible. Les capitales partenaires qui percevaient le Burkina Faso comme acteur dépendant identifient désormais des marges d'action inattendues. Les institutions régionales reconnaissent une stratégie reposant sur la souveraineté opérationnelle plutôt que sur l'assistance conditionnelle. Dans les zones rurales, la différence se voit. Routes moins désertées, patrouilles rétablies, communication stabilisée. Ces transformations ne forment pas une victoire totale, mais un seuil franchi. La mécanique interne retrouve une cohérence. La dynamique régionale s'ajuste, la trajectoire burkinabé cesse d'être une exception. Elle devient un point de comparaison pour d'autres États sahéliens qui interrogent désormais leur propre marge de manœuvre. 2 lectures opposées apparaissent lorsqu'on observe la transformation engagée par le Burkina Faso. La première, portée par certains analystes extérieurs, estime que le réalignement stratégique pourrait créer une dépendance nouvelle, simplement déplacée vers un autre partenaire. Selon cette approche, la rapidité du virage risquerait de réduire les marges diplomatiques, de fragiliser des équilibres internes encore mouvants et de limiter l'arbitrage autonome dans un environnement déjà instable. Les défenseurs de cette thèse invoquent la nécessité d'un pluralisme d'alliances pour éviter tout verrouillage militaire ou politique. La seconde lecture, soutenue par de nombreux observateurs africains, propose l'argument inverse. Le changement ne serait pas une substitution, mais une libération après des décennies d'assistance conditionnelle, dont les effets sont restés limités, notamment dans les zones rurales.
Cette vision souligne que les programmes antérieurs n'ont jamais stabilisé durablement les territoires ni restauré une mobilité opérationnelle cohérente. Explorer une alternative deviendrait alors moins un risque qu'une réparation, rendue possible par une coopération régionale plus équilibrée. Pour dépasser ces positions, il faut revenir strictement aux données observables du dossier. Rien n'indique à ce stade une perte de marge décisionnelle. Les choix matériels, les rythmes de déploiement et la doctrine d'emploi proviennent des états-majors burkinabés eux-mêmes. Les premiers résultats mesurables, temps de réaction ramené à 18 heures, couverture territoriale portée à 63%, disponibilité du matériel stabilisée à 82%, pointent vers une consolidation interne plutôt qu'une contrainte. De plus, la coordination croissante avec le Mali et le Niger s'inscrit dans une logique d'intérêt partagé, et non dans une dépendance verticale. De ces éléments émerge une position Stillman plus robuste. La critique d'un risque de dépendance reste légitime en théorie, surtout dans un environnement géopolitique mouvant. Cependant, les données disponibles montrent que le Burkina Faso a, pour l'instant, augmenté son espace d'action, renforcé son autonomie opérationnelle et consolidé une cohérence doctrinale longtemps absente. Les indicateurs actuels témoignent d'une dynamique d'autonomisation progressive dont la portée dépasse les interprétations idéologiques et renvoie à une transformation observable. Une bascule discrète apparaît. Elle se révèle lors d'une inspection nocturne à Kaya, quand les équipes constatent que les nouvelles unités burkinabés ne se contentent plus de défendre leur position. Elles peuvent désormais appuyer les forces maliennes en moins d'une demi-journée. Ce détail opérationnel, en apparence mineur, renverse une logique vieille de 20 ans où chaque pays du Sahel combattait isolément, en attendant qu'une intervention extérieure redéfinisse la suite. La Midpoint Reveal tient dans ce glissement silencieux. Une modernisation nationale devient une capacité régionale tangible. À partir de cet instant, la dynamique cesse d'être locale. Elle devient un précédent partagé que d'autres États observent et intègrent. Les officiers maliens parlent d'un corridor de réaction commune, tandis que des responsables nigériens y voient les prémices d'une doctrine transfrontalière. À Ouagadougou, l'analyse change elle aussi. L'État n'agit plus dans un cadre imposé, mais dans un environnement qu'il contribue désormais à façonner. Dans cette transition, la figure d'Ibrahim Traoré fonctionne comme un point d'articulation, non un pivot héroïque, mais un repère qui relie décisions politiques, montée en capacité et coordination régionale. La révélation centrale tient alors en une phrase. L'initiative burkinabé se transforme en dynamique structurante. Les effets du basculement burkinabé ne se lisent pas seulement dans les rapports diplomatiques ou les arsenaux modernisés, ils se diffusent par couches successives dans la société, l'économie et la région. Pour en saisir l'ampleur réelle, il faut observer 4 groupes distincts. Population rurale, NN, acteurs économiques locaux, DN, institutions nationales, ND, et partenaires régionaux, KV, dont les réactions dessinent la profondeur de la transformation engagée. Et A étant une 1, population rurale, NN, dans le nord et l'est, le changement le plus perceptible est le retour progressif de l'État. Des patrouilles régulières réapparaissent sur des axes longtemps désertés, soutenus par des véhicules désormais fonctionnels et des communications mieux stabilisées. Les marchés hebdomadaires, autrefois vides, se reforment timidement, marquant un frémissement de confiance. Certaines familles regagnent des parcelles cultivées qu'elles avaient abandonnées après des années d'exode interne. Une phrase revient fréquemment dans les témoignages locaux. Ce n'est pas la fin de la peur, mais la fin de l'attente. Cette présence rythmée, même fragile, matérialise une stabilisation que les programmes antérieurs n'avaient jamais réussi à produire durablement. 2. Acteurs économiques locaux, DN. Pour les petites entreprises, les transporteurs et les coopératives agricoles, l'amélioration partielle de plusieurs axes produit un effet immédiat. Moins de jours de fermeture, moins d'interruptions logistiques, moins de pertes dues aux détours forcés. Certains transporteurs rouvrent des trajets qu'ils avaient abandonnés depuis des années, signe d'une confiance pragmatique retrouvée. Dans plusieurs localités, de nouveaux ateliers mécaniques émergent pour répondre aux besoins de maintenance du matériel récent. Cette microéconomie ne constitue pas une croissance solide, mais elle marque le retour d'un cycle interrompu
celui où la mobilité rend possible une activité commerciale continue. 3. Institutions nationales, ND. Le changement, ici, est plus structurel. La réduction du temps de réaction, la disponibilité accrue du matériel et une meilleure circulation de l'information modifient la manière dont les ministères planifient leurs opérations. Les décisions ne reposent plus exclusivement sur des arbitrages extérieurs ou des financements conditionnés. Les cadres administratifs, autrefois limités à des fonctions de transmission, participent désormais à la conception de missions coordonnées. Cette montée en capacité interne renforce indirectement la position d'Ibrahim Traoré, perçu comme cohérent dans le lien entre doctrine, matériel et action réelle. L'ensemble redonne une cohérence institutionnelle que le pays n'avait plus connue depuis longtemps. 4. Partenaires régionaux, KFV. Pour le Mali, le Niger et d'autres États sahéliens, l'expérience burkinabé offre un précédent stratégique. Les réunions tripartites se multiplient, les doctrines convergent, des scénarios d'assistance mutuelle se précisent. Dans certaines capitales, l'effet psychologique dépasse l'effet militaire. Si un pays considéré comme vulnérable peut évoluer aussi vite, la région peut envisager une recomposition plus autonome. La dynamique n'est plus strictement burkinabé. Elle devient un point d'appui régional qui redéfinit l'idée même de capacité sahélienne. Au total, ces 4 couches montrent une transformation à plusieurs vitesses mais cohérente. Elles révèlent un seuil franchi, un pays qui par ses actes modifie son propre environnement et entraîne ceux qui l'observent. Les prochains mois décideront si la trajectoire engagée se stabilise, s'amplifie ou se fragilise. 3 scénarios distincts, construits exclusivement à partir des tendances déjà observées, permettent de décrire des marges plausibles pour les 6 à 12 mois à venir. Ils ne prédisent rien, ils structurent les possibles à partir de la continuité ou de l'inflexion des dynamiques identifiées depuis l'arrivée des premiers convois. 1. Scénario central, base case. Dans cette trajectoire, le Burkina Faso poursuit l'amélioration de ses capacités sans saut spectaculaire. Les opérations conjointes avec le Mali et le Niger deviennent plus régulières, mais restent concentrées sur les zones prioritaires. Les 3 indicateurs clés, temps de réaction, couverture territoriale et disponibilité du matériel, continuent de progresser légèrement, portés par une logistique mieux organisée et des procédures stabilisées. Les partenaires extérieurs adoptent une attitude prudente, aucune opposition frontale, aucun soutien massif non plus. Les populations des zones où l'État est déjà revenu ressentent une stabilisation partielle, rythmée mais fragile. Ce scénario suppose une continuité institutionnelle et l'absence de choc majeur. 2. Scénario optimiste, coopération élargie. Dans cette dynamique, l'effet d'entraînement s'étend. Les mécanismes de partage d'informations entre les 3 pays s'uniformisent, les corridors transfrontaliers se sécurisent et des programmes de formation intégrés voient le jour. La mobilité accrue favorise la réouverture de plusieurs axes, ce qui entraîne une reprise plus régulière des activités économiques locales. Grâce à son avance relative, le Burkina Faso devient un nœud technique, non un simple bénéficiaire. Les populations observent un changement visible. Davantage de zones réinvesties, une circulation plus fluide, une confiance plus stable. Ce scénario exige toutefois une forte cohésion politique entre États sahéliens. 3. Scénario dégradé. Pression extérieure accrue. Dans ce cas, des tensions régionales, des pressions diplomatiques ou des contraintes logistiques pourraient ralentir les progrès. Les opérations conjointes deviendraient irrégulières, certaines zones redeviendraient difficiles à contrôler, une partie des avancées techniques serait absorbée par l'usure quotidienne, et un scepticisme diffus réapparaîtrait dans les populations. Ce scénario n'implique pas un effondrement, mais une inertie prolongée qui diluerait l'élan initial et rendrait la consolidation plus fragile. À travers ces 3 options, une conclusion s'impose. Ce sont les actes continus, cohérents, répétés, qui façonneront réellement la trajectoire des mois à venir. La portée de la transformation burkinabé dépasse les cercles militaires ou diplomatiques. Elle résonne auprès de publics très différents, chacun projetant dans cette trajectoire ses attentes, ses doutes ou ses interrogations. Pour comprendre ce que ce récit signifie pour le lecteur, il faut distinguer 3 groupes.
chacun lisant le même événement à travers un filtre particulier. Groupe A, les observateurs des dynamiques globales. Pour ceux qui suivent les recompositions géopolitiques, le cas burkinabé illustre une mutation discrète mais profonde. Ils y voient la démonstration concrète de la manière dont un État longtemps considéré comme périphérique peut réécrire ses marges de manœuvre sans passer par les circuits traditionnels. Ce groupe retient la rapidité du basculement, l'effet d'entraînement régional et la nécessité pour plusieurs capitales étrangères d'ajuster leurs analyses. Pour eux, le Burkina Faso devient un indicateur, un test silencieux pour des certitudes diplomatiques longtemps tenues pour acquises. Groupe B. Les lecteurs confrontés à l'insécurité ou à l'absence d'État. Pour ceux qui vivent l'instabilité, les attaques ou l'absence d'institutions fiables, cette trajectoire n'est pas un concept, elle est une expérience vécue. Ils comprennent immédiatement l'importance d'un axe routier réouvert, d'une patrouille régulière ou d'un marché hebdomadaire qui reprend vie. Ce groupe lit le changement comme une reprise de terrain, mais aussi comme une possibilité de respirer à nouveau après des années d'usure. Groupe C, les lecteurs focalisés sur les mécanismes institutionnels. Pour ces lecteurs, la trajectoire burkinabé devient un laboratoire de transformation. Ils observent comment une décision technique peut réorganiser des ministères, influencer la diplomatie régionale et redéfinir des rôles internes. Ils notent aussi les risques. Équilibre fragile entre autonomie et stabilité. Gestion d'une capacité nouvelle, continuité doctrinale dans un environnement incertain. Ces trois regards convergent vers une même interrogation. Comment un pays transforme-t-il réellement sa trajectoire en modifiant ce qu'il fait et non seulement ce qu'il dit ? Pour qu'un élan politique et sécuritaire devienne une trajectoire durable, il faut une méthode, un calendrier et des critères d'évaluation précis. La feuille de route observée dans les discussions internes suit 5 étapes structurées, chacune associée à un acteur responsable, à une action définie, à une temporalité maîtrisée et à un indicateur mesurable. Elle prolonge la dynamique enclenchée sous Ibrahim Traoré en cherchant à transformer un moment de bascule en architecture stable. 1. Uniformisation logistique. Qui ? Les équipes logistiques nationales. Quoi ? Harmoniser diagnostics, réparation et suivi mécanique. Quand ? En continu dès les premières semaines. Mesure, pourcentage hebdomadaire de véhicules réellement opérationnels. Cette étape constitue la base. Sans fiabilité mécanique, aucune planification n'est durable. 2. Calendrier commun d'exercices régionaux. Qui ? Les états-majors du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Quoi ? Mettre en place un calendrier partagé et une grille d'échange d'informations. Quand ? Cycle trimestriel. Mesure, nombre d'opérations synchronisées exécutées dans les délais. Cette coordination ancre la coopération dans la régularité, non dans l'ad hoc. 3. Sécurisation de 3 axes stratégiques. Qui ? Les commandements territoriaux. Quoi ? Stabiliser les corridors permettant le retour des infrastructures civiles. Quand ? Déploiement progressif. Mesure, fréquence des patrouilles et réouverture des marchés locaux. Et 4. Développement de cellules d'analyse interne. Qui ? Les ministères sectoriels. Quoi ? Produire des plans opérationnels sans dépendance méthodologique extérieure. Mesure, nombre de dossiers conçus et validés localement. 5. Relations régulières avec les populations. Qui ? Administration communautaire. Quoi ? Réduire rumeurs et incertitudes par un dialogue continu. Mesure, taux de participation aux réunions locales. Ces 5 étapes ferment la boucle de curiosité ouverte plus tôt. Une souveraineté cohérente repose moins sur des annonces que sur des mécanismes mesurables et répétés. Le fil qui ramène cette trajectoire à son origine renvoie à une scène simple. Un soldat observant, en silence, les véhicules flambant neufs stationnés à la périphérie de Ouagadougou. Il ne célèbre pas, il évalue. Dans ce regard, on devine une conviction discrète. La puissance ne tient pas seulement dans l'acier, mais dans la manière de l'utiliser. Cette image revient aujourd'hui transformée. Dans les bases du Nord, les mêmes hommes se tiennent désormais devant des cartes élargies, non pour attendre des ordres venus d'ailleurs, mais pour planifier avec leurs homologues maliens et nigériens. La scène reste silencieuse, mais le silence n'a plus la même portée. Il marque un déplacement profond. Celui d'un Sahel qui ne subit plus entièrement son environnement
et commence à le reconfigurer. Dans cette évolution, la figure d'Ibrahim Traoré joue le rôle d'une boussole discrète, reliant intention, capacité et retenue, non pour incarner une rupture spectaculaire, mais pour assurer une cohérence entre ce qui est décidé, ce qui est disponible et ce qui peut réellement être fait. La phrase qui s'impose, courte, tient en moins de 12 mots. Une souveraineté calme transforme la trajectoire d'un pays. Partager ce récit, c'est reconnaître le travail patient de communautés qui refusent de se résigner et qui cherchent, jour après jour, à stabiliser un espace longtemps fragmenté.